Est-ce qu'on peut faire du slow management dans des grandes entreprises ou est-ce que c'est valable que pour les PME et les petites PME? Alors bien évidemment, et en plus le modèle il vient des grandes entreprises, encore une fois quand on sait que Jack Welch ou les gens de Hewlett-Packard très clairement, il y a quand même des conditions, c'est que dans l'expérience de Sylvain, et ça vaut pour les grandes entreprises, mais l'expérience de Sylvain évidemment c'est encore plus direct, il faut que ce soit implémenté par le haut. C'est-à-dire que l'exemple doit venir du patron très clairement. Et Jack Welch, lorsqu'il le faisait par rapport à son premier cercle de managers, et il encourageait, pour ne pas dire il n'obligeait pas, ses propres managers à sortir de leur bureau pour aller à la rencontre des personnes. Ça, c'est tout à fait fondamental. Il faut implémenter ça, et ça ne peut s'implémenter que par le haut. Alors tout à l'heure, on parlait de pyramide inversée. Là, on est plutôt dans une pyramide, on va dire, plutôt classique, donc de la pointe jusqu'à la base. Avez-vous des questions? Peut-être un commentaire, parce qu'il n'y a pas de questions, je prends la parole. C'est pour rebondir sur cette très belle image qu'avait Sylvain lorsqu'il dit on est tous embarqués. Et alors ça aussi, ça a été très très bien conceptualisé, notamment par des gens comme Michel Serres ou d'autres, qui disent qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus au temps de l'Iliade. Au temps de l'Iliade, c'est-à-dire les choses se passaient sur Terre. Et sur Terre, lorsque je n'étais pas content, un petit peu comme Achille, et d'ailleurs c'est toute l'histoire de l'Iliade, eh bien je pouvais me retirer sous ma tente en quelque sorte, parce que je m'étais fâché, en l'occurrence là c'était avec Agamemnon, peu importe. On est passé au temps de l'Odyssée. Et dans l'Odyssée, on est véritablement tous embarqués. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier mot de l'Iliade dont nous on est partis, c'est la colère. Et le premier mot de l'Odyssée, c'est l'homme. Et puis, puisqu'on est tous embarqués, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on parte d'un endroit pour arriver, comme on dit avec justesse, à bon port. Eh bien, il y avait ce que Michel Serres nous rappelle au XIXe siècle, et ça doit être vrai aujourd'hui dans nos entreprises, bien évidemment, et j'en suis sûr que vous l'éprouvez, vous le mettez en place chaque jour, c'est ce qu'on appelait le pacte de courtoisie. Qu'est-ce que le pacte de courtoisie? Eh bien, c'était cette idée que, au XIXe siècle, les bateaux n'étaient pas aussi sûrs, certainement, qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, les cartes marines peut-être un petit peu moins précises, la météo sans doute pas à 5 jours, sans doute qu'il y avait-il plus de pirates, bref, les risques étaient quand même extrêmement lourds, extrêmement importants, et si on se querellait, si on se battait à bord, on avait peu de chance. Et donc le pacte de courtoisie, c'était cette idée qu'on laissait les querelles, on laissait les couteaux à quai, quitte une fois arrivé, encore une fois, à bon port, à ce moment-là, on pouvait éventuellement les ressortir pour éventuellement traiter des différends qui n'avaient pas à avoir pour le coup à être traités dans l'entreprise. Très intéressant également, si on met ça en exergue, si le pacte de courtoisie, c'est par rapport à l'autre et par rapport à moi, cette histoire-là. Eh bien, je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de sa propre notion, de sa propre compétence qui est nécessaire. Il faut être, on va dire, suffisamment baraqué intellectuellement, psychiquement, pour pouvoir encaisser un certain nombre de choses. Sylvain le dit très bien lorsqu'il dit qu'à 20h, c'est peut-être lui avec le Fenwick. Et on a bien cette d'ailleurs distorsion en termes de logique, c'est-à-dire que souvent les employés prennent le patron un petit peu pour un despote, et particulièrement dans les PME, le patron, et là c'est vécu évidemment à plein, lui se sent souvent parfois le domestique, parce que qui est-ce qui va terminer ce qui éventuellement n'a pas pu être terminé parce que les heures sont passées? Eh bien c'est cette personne-là. Donc il faut être tolérant bien évidemment par rapport à soi, donc adapter un pacte de courtoisie par rapport à soi, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, c'est tout à fait humain. Et si on les pardonne à d'autres, alors pourquoi on ne se les pardonnerait pas à soi? Même je crois qu'en même temps, il faut être assez, surtout quand on est à la tête des entreprises, il faudrait peut-être appliquer à soi ce que nous suggérait Lacan. C'est-à-dire à un moment donné, il dit aussi il faut être capable d'être odieux avec soi-même. Parce que si on n'est pas capable de se dire à soi-même ses propres vérités, qui va nous les dire dans l'entreprise? Certes, on peut avoir noué des relations de confiance avec un certain nombre de personnes, mais de là à ce qu'on vous dise non, là tu t'es un peu planté. Bref, qui va être mon propre manager si ce n'est moi à un moment donné, et être capable de parler également avec fermeté. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même à un moment donné aussi reconnaître qu'être ferme, que pouvoir sanctionner les autres, et donc finalement un petit peu comme moi-même, c'est aussi respecter les personnes. Je prends un exemple. Quelqu'un qui ne jouerait pas le jeu dans un travail en groupe, par exemple, parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Son manager lui a dit t'y vas, il ne veut pas y aller. Mais puis bon, il y va quand même parce qu'il ne veut pas se fâcher, il va bientôt poser ses jours de congé, bref. Si à un moment donné, il ne joue pas le jeu dans ce groupe de travail, et que moi je dirige ou je pilote ou j'anime ce groupe de travail, peu importe le langage, eh bien c'est comme sur un terrain de football. La première fois, je viens le voir et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Alors jamais devant un tribunal, c'est en face à face. Et c'est pourquoi je suis gentil au départ? Parce qu'on a tous le droit de ne pas aller bien un jour. On a tous le droit d'avoir des difficultés. Par contre, si
de nouveau, il y a ce même comportement la fois d'après. À ce moment-là, ça fait mécanisme de répétition. Et on sait qu'en psychologie, lorsqu'il y a le mécanisme de répétition, ça devient un petit peu inquiétant. Et donc, c'est comme sur un terrain de football. La deuxième fois, c'est carton jaune. Le carton jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, ça sera le carton rouge, c'est-à-dire l'exclusion. Et s'il recommence, eh bien, à un moment donné, il faut sanctionner. Alors, ce n'est pas facile, puisqu'il y a tout ce qui pourrait être de l'ordre de la culpabilité, d'autre chose. Mais je crois que c'est profondément respecter la personne, parce que c'est l'ancrer dans un principe de réalité qui veut qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est profondément respecter la personne. Pourquoi? Parce que déjà, c'est dire, d'une part, aussi que l'entreprise, elle ne peut pas, on va dire, être soumise au bon vouloir ou au non-vouloir d'une personne. D'autres travaillent par rapport à ça. Donc la sanction, dès lors qu'elle est, on va dire, actée avec raison, c'est aussi une façon de respecter la personne, ancrage au principe de réalité, mais aussi les autres pour dire si vous avez effectivement, vous, intérêt à vous investir. La preuve, c'est que lorsqu'on ne s'investisse pas, eh bien voilà éventuellement ce qui peut arriver. Or, ça aussi, tout à l'heure, on dit avec beaucoup de justesse, très peu, je ne vais pas être aussi pessimiste, peu de personnes veulent faire du management aujourd'hui au sein des entreprises, et je rejoins parfaitement ce qui avait été dit tout à l'heure, pour plusieurs raisons. Et une raison, nous, on en est profondément responsable, c'est-à-dire qu'en fait, on ne forme pas les gens à faire du management dans les écoles de management. On les forme intellectuellement. Or, c'est le management, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est physique, il faut éprouver les choses, et l'image que j'aime bien, c'est l'image de l'attelage. Le manager, avant tout, il doit sentir, il conduit un attelage, il conduit des chevaux, les chevaux qui vont bien droit, les chevaux qui éventuellement sont plutôt à droite, plutôt à gauche, parce qu'ils tirent d'un côté, plutôt de l'autre, mais peut-être que ce sont des chevaux plutôt dans l'innovation. Comment on les gère, ceux-là? Comment on les traite? Et puis il y en a peut-être qui boitent. Qu'est-ce que je peux faire pour eux à un moment donné lorsqu'ils sont en difficulté? Et on voit d'ailleurs tout de suite, sauf dans les bandes dessinées, qu'il ne peut pas y avoir un cheval qui irait dans l'autre sens. Le manager, il doit comprendre physiquement ce qui se passe, ressentir presque subjectivement. Est-ce que les choses se passent bien ou pas? Seulement après, il doit traduire ça grâce à la référence, grâce à sa culture, grâce à son expérience, en point de vue plus objectif, qui vont lui dire que peut-être il y a un transfert, que le monsieur ne vous en veut pas du tout, mais ça se passe mal chez lui, donc du coup il est très énervé lorsqu'il arrive à l'entreprise. Peu importe. Et seulement après, on va apporter des solutions qui, elles, seront toujours d'ordre organisationnel et managérial. Mais on voit bien tous ces temps-là, alors que nous-mêmes, dans la formation, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est stimulus-réponse, un problème, une réponse. Et de fait, on a des jeunes qui arrivent comme d'un chien dans un jeu de quilles, et qui vont tout de suite dire, voilà, je sais comment il faut faire, c'est ça, et évidemment, ça va être tout à fait catastrophique. Finalement, le management serait aussi une école de l'humilité. Enfin, c'est un mot qui... Humilité pour toi, non? Humidité, non, on prend souvent la... Oui, non, effectivement, je crois que je n'y étais pas préparé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui me prend le plus de temps, manager ces équipes. C'est des moments très agréables, mais effectivement, c'est peut-être le plus difficile. J'ai parlé de la difficulté du patron de PME avec ses banquiers, avec nos clients, pour les garder dans ce métier qui part effectivement difficilement. Je voulais juste revenir une seconde peut-être sur la présence. On a dit qu'il fallait communiquer, parler, être à l'écoute. Cette présence, aujourd'hui, l'imprimerie est sur 2 sites. On a à 800 mètres seulement l'un de l'autre. D'un côté, il y a l'imprimerie offset, numérique, PAO, tout le pré-presse, et de l'autre côté, il y a le façonnage, qui est déjà le métier un peu pauvre dans notre grand métier, puisque je vous ai parlé que c'est là qu'il y a le moins de qualifications, même si on forme nos collaborateurs. Bon, souvent, il y a peu de formations qui leur sont offertes. Moi, mon bureau est basé à l'imprimerie même. J'essaye de passer tous les jours. 800 mètres, c'est pas loin, mais on est vite happé par le quotidien. Mais je me suis aperçu, effectivement, il y a 6-7 mois, une remarque d'un de mes collaborateurs qui m'a fait comprendre que, oui, il se sentait un peu oublié par le patron. Alors vraiment, une fois encore, bon, peut-être que je n'ai pas passé une journée, mais ce besoin de présence, qu'il sache que le patron est là, qu'on est sur le terrain, qu'on est là, même si voilà, on se salue, s'ils n'ont pas de questions particulières à poser. Souvent, on discute plus, on le sait, à la machine à café. J'y passe un peu de temps avec eux, même si je ne bois pas de café, mais j'y passe du temps. Plus que dans des réunions très, très formelles. On échange beaucoup plus de manière informelle, bien souvent. Mais voilà, ce besoin, oui, de présence physique, qui sentent encore plus dans ces temps difficiles, qui ne se sentent pas abandonnés. Il ne faut pas être comme l'étaient les anciens patrons des entreprises que j'ai rachetées, qui étaient, eux, sur le dos des collaborateurs, mais pour les surveiller, pour vérifier. Non, simplement être présent, qu'ils sachent aussi qu'on peut être abordé facilement, qu'on peut discuter, toujours avec le risque, ça,
vous me voyez venir aussi, d'être débordé après quand on est trop disponible. Alors là, j'ai compris aussi avec le temps. Hein, souvent, j'étais au départ abordé. Monsieur, je peux vous voir? Je dis, c'est urgent? Oui. Je lui dis, est-ce que ça peut attendre éventuellement demain matin? Ou est-ce qu'il y a vraiment un phénomène d'urgence? Bon, ok, pour demain matin. Et bien effectivement, 9 fois sur 10, le lendemain matin, je leur disais, on devait se voir, c'est bon? Non, ben c'est bon, on a trouvé la solution. Bien souvent, la solution, ils l'ont en eux, ça c'est certain. Voilà. Mais qu'ils sachent en tout cas que s'il y a une urgence, un besoin, voilà, de sentir cette présence quotidienne sur le terrain. C'est bien pour ça que j'y repasserai ce soir naturellement. Merci pour tout ce que vous avez dit, pour ce que vous avez dit, et vous m'avez fait revenir en arrière de 25 ans. À 54, c'est appréciable. Pourquoi? Et c'est la réponse à votre question, Marion. J'ai eu une chance extraordinaire. Il y a 25 ans, j'étais conseiller financier dans un colloque comme ceci, et d'avoir, je ne me souviens plus de son nom, je n'ai pas les mémoires des noms, mais le monsieur qui avait repris à l'époque Sopiquet, donc grosse entreprise. Et je me souviens très bien ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. C'était aussi poignant que ce que vous avez dit, je me permets de dire, avec de l'émotion dans la voix. Il avait 30 cadres. Il était débarqué pour remettre Sopiquet, comme vous, dans un même environnement, la pêche, pas la peine de décrire. Ces 34, il a dit à son épouse, un mois, 30 jours, je vais inviter un cadre tous les soirs à la maison. On n'a pas beaucoup d'argent, on va leur faire des pâtes et du jambon blanc. Mais ce n'est pas de manger qui est important, c'est ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on va partager ensemble. Au bout de 30 jours, il a dit, je reprends 30 jours, parce que j'ai besoin de faire mon projet. Au bout de 30 jours, il est allé auprès de ses cadres et il leur a dit, voilà mon projet, avec tous les gens de l'entreprise. Et à la fin, il a dit, tous ceux qui veulent être dans la barque, vous restez. Tous ceux qui ne veulent pas être dans la barque, je vous donne le droit de partir et je vous accompagnerai. Il y en a 2 qui ont douté. Je ne me souviens plus, je perds un peu les souvenirs, s'ils sont tous. Mais il a redressé Sopiquet parce qu'il a pris en fait, avec lui, avec son épouse, tout le monde était dans la même barque. Et il y avait plusieurs centaines de gens avec des sites géographiques plus disséminés. Donc oui, Marion, ça marche même lorsqu'on est une grosse entreprise. Parce que lorsqu'on a des gens, des managers qui ont, pour moi, simplement du cœur, et c'est pas simplement réducteur, c'est simplement avec beaucoup de choses, on a toutes les chances que ça puisse marcher. Vous avez parlé, mais Hugues Paccard, on a eu une chance extraordinaire d'y être, de faire partie à la bonne époque, et c'est vrai. Lorsqu'on veut être authentique, et nous voulons être authentiques avec mon collaborateur Eric, même si nous sommes petits, ça fait 1 an qu'on vit, on est sûr qu'on peut y arriver. Merci 1000 fois. Merci à vous. Juste pour rebondir, et il y a une question juste derrière pour Nadia. Je suis persuadée aussi que ce genre de management peut fonctionner dans des très grandes structures. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du livre de Vinette Nayar, Les employés d'abord et les clients ensuite, qui décrit comment justement dans une multinationale qui a plusieurs dizaines de milliers de salariés, on peut justement mettre en place une pyramide inversée et chouchouter ses employés pour faire en sorte que le collectif prenne le dessus et que chacun soit dans la même barque et s'investisse dans le développement d'une entreprise et soit, je dirais, aux côtés et pas en dessous du PDG. Oui, bonjour à tous. Je remercie également les intervenants pour la qualité de vos interventions et notamment M. Bouteiller. Alors j'avais une question peut-être un petit peu à contre-courant, mais on sent tous intuitivement l'intérêt finalement d'aller vers du slow management, notamment pour moi qui suis DRH. Je m'interroge toutefois sur peut-être les écueils à éviter, notamment pour les dirigeants, peut-être d'axer leur prise de décision et finalement leur stratégie orientée vers des approches en termes de slow management. Quels seraient pour vous finalement les écueils à éviter sur ce plan?
en termes d'écueil, je crois que le plus gros risque, c'est le manque d'authenticité à un moment donné. On parle d'authenticité, ça ne vient pas de n'importe où, l'authenticité. L'authenticité, c'est le premier sentiment auquel est sensible le nouveau-né. Il y a cette histoire extraordinaire, mais qui va illustrer ce qu'est l'authenticité. Donc, vous êtes d'accord que le nouveau-né, il a quelques heures, on va dire, un nourrisson quelques jours, donc il ne parle pas et il comprend strictement rien à ce qu'on peut lui raconter. Et donc, c'est un nouveau-né, c'est sa mère qui le porte, et sa mère, elle pleure toutes les larmes de son corps. Pourquoi ? Parce que son mari l'a quitté quasiment au moment de la naissance. Premier discours, alors qu'elle en pleure, c'est pas grave, de toute façon, c'est un salaud, je ne l'aimais pas, etc. Qu'est-ce qu'entend le nouveau-né ? Évidemment, pas le sens explicite des paroles, mais il entend cette distorsion qu'il y a entre des paroles qui se voudraient apaisantes et puis toute la souffrance et l'angoisse qui émanent de cette mère qui est complètement en détresse. Toute sa vie durant, ça va être extrêmement compliqué pour ce nouveau-né qui deviendra un jour un adulte de faire confiance aux autres. C'est Harold Searle qui raconte très très bien dans l'effort pour rendre l'autre fou, comment ça peut aller jusqu'à ce petit garçon qui va grandir, devenir adolescent, et sa seule relation au monde, c'était par son chien. Si son chien allait vers les personnes, c'est que ces personnes devaient être à peu près cohérentes et à peu près droites. Si par contre le chien s'en défiait, alors il fallait se défier de ces personnes-là. Deuxième illustration, une même femme qui pleure toutes larmes de son corps parce qu'il lui arrive la même aventure, et voici le discours qu'elle pourrait tenir. Mais pourquoi toi tu es né ? Et puis lui qui est parti, mais comment je vais faire ? J'aurais pas dû, etc. Donc évidemment c'est tout à fait anxiogène pour nous qui comprenons le sens des paroles. Et très certainement que l'enfant il a des soucis à se faire quand même, sa vie ne va pas être toute simple. Mais il a ce qu'il y a de plus important, il sait qu'il peut faire confiance à ce que lui dira sa mère. L'authenticité, c'est quelque chose, véritablement, c'est le basique. Ce qui est très important dans le slow management, c'est de comprendre que c'est parce que je vais m'adresser à chaque personne, et donc je ne vais pas du tout tergiverser par rapport à des décisions, mais que je vais réussir à les convaincre une par une, que le jour du grand meeting, du grand raout, en fait, toutes les personnes sont déjà convaincues à l'avance. Personne n'emporte personne dans un grand meeting, un grand raout, si les idées sont contraires à ce qu'on pensait qu'elles devraient être. Mais c'est parce qu'effectivement, on a été conquis, on a été amené, on a été emporté, et on est une part déjà de l'histoire de l'entreprise, puisqu'on s'est déjà adressé à moi en amont et que je sais ce qu'il ou ce qu'elle va raconter. Donc il ne faut pas croire non plus, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le slow management, ce n'est pas seulement aller écouter, prendre tout ce qui est bon, etc. Mais c'est un formidable outil pour aussi aller tester ces arguments en préparation du jour où on aura à convaincre l'ensemble. Il y a des arguments qui passent, il y a des arguments qui ne passent pas, il y a des, on va dire, de contre-arguments qui sont tout à fait bons, c'est comment je vais en tenir compte, etc. Bref, ça se prépare, toutes ces choses-là. Après, il y a des personnes pour qui c'est naturel. Quelqu'un, manifestement, comme Sylvain Bouteiller, c'est une personne qui va facilement. Et puis pour d'autres, ce n'est pas leur truc. Et bien ces autres, elles doivent s'obliger. Alors ça peut être effectivement des rendez-vous, on va dire, plus formels. Ça peut aller jusqu'à cette très belle chose qui nous a été racontée par rapport à Soupiquet. C'est extrêmement cadré. C'est une personne par jour. C'est sur 30 jours. Et puis on passe à un deuxième plan, etc. Mais c'est exactement ça dans l'entreprise, sauf qu'effectivement, il n'y a pas les pâtes et le jambon, quoi. Mais il y avait quelque part aussi de l'authenticité. C'est-à-dire que si jamais les personnes avaient été plus riches pour accueillir et qu'elles mettaient que des pâtes et du jambon, ça ne serait pas très mal passé. Là, tout était vrai dans la façon dont ça s'est passé, dont ça s'est acté. Les gens, ils ont besoin de ça, fondamentalement. Maintenant, en même temps, ce n'est pas non plus la recette, miracle. Mais c'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir travailler sur des choses fondamentales. On dit souvent que c'est une des drogues les plus puissantes, c'est le sentiment d'appartenance. Alors après, effectivement, si on peut commencer à emmener les personnes vers un futur qui peut-être sera plus désirable, alors on a tout gagné. Mais encore là aussi, il faut raison garder. Il y a des métiers pour qui c'est possible, et puis d'autres métiers, on l'a vu, où les choses, c'est autrement plus compliqué. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer de bâtir quelque chose pour que les personnes se sentent, on va dire, ce sentiment d'appartenance, sentent qu'effectivement, elles participent à faire quelque chose de drôlement important, et particulièrement dans le moment, dans le monde dans lequel on vit, un monde où peut-être, effectivement, la trace écrite risque d'être mise à mal. Donc, voilà un petit peu les choses. Donc, si on retient simplement que si ce n'est pas mon truc, il ne faut pas non plus faire de l'artificiel. Il faut commencer plutôt par faire venir les personnes éventuellement dans son bureau pour discuter dans un cadre. Et puis petit à petit, je vais m'ouvrir et je vais aller aux autres. Et on va être surpris en fait de voir deux choses. Un,
que les personnes, encore une fois, ce qu'elles attendent, c'est pas seulement et pas forcément des solutions. On dit souvent dans les couples, alors c'est forcément un peu marqué, et peut-être qu'on pourrait corriger les choses, mais souvent les femmes reprochent aux hommes que dès qu'on parle, ils veulent tout de suite apporter une solution. Attends, ils en ont que faire de ta solution. Les personnes veulent, et c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes, je pense, veulent être écoutées. Voilà. Veulent sentir qu'à un moment donné, c'est les personnes les plus importantes. Et parce que je te donne du temps, je te montre qu'à ce moment-là, tu es la plus importante pour moi, donc tu es important pour l'entreprise.